de la surveillance et de la réponse aux alertes sanitaires conjointement avec les ARS. Donc, au niveau des données, des traitements de données, il faut savoir que notre activité, l'agence repose essentiellement sur l'analyse, le recueil de données et essentiellement de données à caractère personnel. Le traitement de données à caractère personnel sont au cœur de notre activité, donc la conformité au RGPD est pour nous essentielle et plus précisément, en plus, nos traitements sont majoritairement composés de données à caractère personnel dites sensibles, puisqu'on collecte essentiellement des données de santé sur la population française, voire des données relatives à la sexualité et à la race et à l'ethnie. Donc on a vraiment une majorité de données au sein des 3/4 de nos traitements de données sont vraiment des traitements de données à caractère personnel sensibles et résultent de traitements liés aux investigations en urgence, à la surveillance épidémiologique et à des études en santé publique. Mais bien sûr, effectivement, on a également les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par nos services supports, notamment notre DRH, la DIRCOM avec tous les fichiers de prospects mis en œuvre pour solliciter lors d'événements mis en œuvre par l'agence ou tous nos listes d'abonnés à des newsletters. On a beaucoup de newsletters en santé publique, plus les essentiels des missions support et les traitements de services financiers mis en place par la DAF. Donc actuellement, au niveau de la gestion, pour faire un point sur la gestion entre SIL et l'interaction entre SIL et archives, c'est vrai que au quotidien, moi, avec Alexandra, on se coordonne en amont de la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel au moment de la formalité, où Alexandra est informée des traitements mis en œuvre et notamment des durées de conservation qui vont être déterminées, qui vont être définies pour la mise en œuvre d'un traitement de données. Et Alexandra sera contactée également en aval à l'issue de cette durée de traitement. Et il appartiendra aux agents de se mettre en contact avec elle pour qu'elle mette en place la procédure d'archivage ou de destruction des données. Donc avec les évolutions récentes, en fait, qu'on a exposées, ce sont des évolutions qui sont réfléchies en fait depuis un petit moment, qu'on a réfléchi depuis avant l'entrée en vigueur du RGPD, mais qui s'inscrivent complètement dans cette perspective, avec notamment la définition de durée d'exploitation standard par type de traitement. Alors c'est vrai que pour cette présentation, je vais me focaliser essentiellement sur les traitements de données à caractère personnel sensible, parce que c'est celle qui aujourd'hui nous pose le plus d'inquiétudes et de questions en termes de conformité, parce que il y a un risque important pour la vie privée des gens. Et c'est vrai que l'agence est impactée non seulement par le RGPD, mais aussi par d'autres législations, notamment les législations au regard du système national des données de santé. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler de ce système qui regroupe les données du SNIRAM, du CEPIDC. Les CEPIDC, c'est les causes de mortalité. Et le PMSI, donc les données d'hospitalisation. Bref, et qui impacte en premier lieu l'agence, qui est destinataire de ces données et qui traite ces données de façon importante. Et ce système national de données de santé a été accompagné par un référentiel de sécurité qui impose des conditions d'exploitation de ces données assez strictes. Et donc c'est vrai qu'à l'agence, en ce moment, on a deux gros chantiers. C'est la mise en œuvre de la conformité au RGPD et à ce système national de données de santé, le SNDS. Donc c'est vrai que je vais être un peu focalisée sur les données de santé. Mais donc voilà, donc effectivement, dans le cadre de nos réflexions avec Alexandra, on a mis en place des durées d'exploitation standard par type de traitement. On a distingué essentiellement les traitements de données mis en place dans le cadre d'une investigation en urgence, les traitements dans le cadre d'une surveillance, des surveillances pérennes et des études plus ponctuelles. Donc grosso modo, on part du principe qu'une investigation en urgence, on ne doit pas, les données qu'on collecte ne doivent pas être collectées au-delà d'une durée d'un an, ne doivent pas être conservées au-delà d'une durée d'un an. Pour les surveillances épidémiologiques à long terme, on part sur une durée plutôt de 20 ans. Et pour les études ponctuelles
c'est plus entre 5 à 10 ans. Donc voilà, donc après, alors ça c'est plus la partie d'Alexandra, donc je vais juste me contenter de le lire. Intégration des durées dans les tableaux de gestion, si possible correspond à la DUA, mais souvent ajout d'un temps nécessaire à la mise en œuvre du traitement archivistique et besoins nécessaires en interne. Donc ça c'est vrai, c'est aussi la question de la coordination entre durée CNIL et durée archivistique, enfin du DUA. C'est vrai que nous, dans nos formalités, pour les traitements, justement, les études en santé publique, c'est vrai que la durée à l'issue de la réalisation de la finalité, en principe, la donnée doit être supprimée. Et les raisons de conservation au-delà de la réalisation de la finalité, donc qui est généralement la publication d'un rapport scientifique, pour l'instant, on en a déterminé essentiellement 2. C'est effectivement une conservation temporaire, le temps soit de la destruction, soit de la transmission des données à un service d'archives départemental ou national, soit une conservation de 6 mois supplémentaires pour au cas où nous serait demandé une analyse complémentaire suite à la publication de nos résultats. Donc c'est les 2 cas où, où généralement on dépasse la publication, on conserve au-delà de la publication d'un article. Un 13e cas étant qu'on désire, on se laisse une possibilité, par exemple lors d'une étude ponctuelle, de transformer une étude ponctuelle en surveillance pérenne, pour lesquelles bien sûr on voudrait récupérer les données qu'on a collectées initialement. Mais c'est vrai que, en tout cas pour la conservation dans l'optique d'un éventuel d'analyse complémentaire pour des reviewers et pour comment dire, la conservation en vue d'une surveillance pérenne, ce sont généralement des durées de conservation qui sont intégrées à la durée CNIL. C'est-à-dire que la CNIL est informée qu'on conserve au-delà de la conservation, au-delà de la publication des résultats, on conserve les données pour ces 2 finalités. Donc voilà, donc c'est un peu entre les 2 et on a des réflexions avec Alexandra justement pour savoir comment on harmonise un peu, on standardise ces procédures de durée, à partir de quand on arrive dans la durée, dans le traitement archivistique et à partir de quand on est dans la durée proprement